Bonsoir, Monsieur Mardoché-Chouly. Ici, c'est Régine Yallé. Bon, je vais vous envoyer mon résumé sur votre inbox, mais je vais aussi faire un petit résumé en audio. Voilà. Bon, comme ça, pour voir si j'ai bien compris, si j'ai bien tout compris. Bon, donc, pour résumer, on a fait donc le résumé donc de l'élevage d'escargots géants d'Afrique. Et donc, l'objectif de cette formation donc, est de nous montrer comment créer et suivre son projet d'élevage d'escargots géants d'Afrique. Donc, on a étudié bon, qu'est-ce que c'est la différence entre l'héliculture et la châtaigniculture. Bon, l'héliculture est l'élevage des escargots qui sont comestibles. Et une personne qui pratique dans cette activité est appelée héliciculteur. La châtaigniculture est l'élevage des escargots géants et une personne qui pratique cette activité est appelée achâtaigniculteur. L'espèce donc Helix est plutôt répandue, on va dire, en Méditerranée, en Europe, en Amérique, et elle est plus petite. Donc, il s'agit de l'hélice qu'on appelle petit gris, hein, l'Helix aspersa. Et aussi, on a l'hélix qu'on appelle escargot de Bourgogne. On a aussi le gros gris. Voilà. Donc, concernant l'espèce Achatina, qui est l'espèce donc, de Achatinidae, donc elle est l'escargot géant d'Afrique. Voilà. Et donc, les différentes espèces d'escargots géants d'Afrique, on a, en premier lieu, on a Acha, Chatina marginata ou AM. C'est un escargot qui est gros, à bout rose ou rouge et arrondi. La coquille a un sommet large et arrondi et il ne produit pas beaucoup d'œufs. Il est relativement donc gros comme les œufs sont relativement gros comme celui des cailles ou des lézards. Et il pond environ 10 œufs 3 fois par an et il est élevé surtout pour sa chair. On a en deuxième lieu, on a Achatina ou AA. Et AA est une espèce vraiment qui est largement répandue en Afrique de l'Ouest. Donc cette espèce donc, est très prisée au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Nigeria. Elle se reconnaît par sa coquille qui est rouge et blanc. Et donc elle produit beaucoup d'œufs. Sa taille est plus petite et son poids vif, on va dire, à 12 mois. Et à 12 mois. Et pour cet escargot, il y a beaucoup de demandes et donc son commerce est très rentable. Il y a aussi Achatina fulica qui est ou AF et qui est un escargot de jardin et il peut atteindre sa maturité sexuelle en 12 mois. C'est aussi un escargot qui est très rentable. Il produit beaucoup de bave. D'accord. Donc, concernant le choix du site, donc le choix du site est très important parce qu'il faut tenir compte de la qualité du sol. Voilà, la qualité du sol est essentielle. La température, l'humidité, voilà, l'hygrométrie est très importante. On parle aussi de la vitesse et de la direction du vent. Il faut tenir compte de ça. Voilà. Et il faut donc un climat humide, ombragé et aéré. Alors, on a différents modèles d'élevage. On a l'élevage en caisse, l'élevage en bassin. Et donc, pour l'élevage en caisse et en bassin, on parle plutôt d'élevage à petite échelle. Et on a l'élevage en parc, qui est donc plutôt un élevage à grande échelle. On a aussi, bon, concernant maintenant l'alimentation des escargots, bon, les escargots se nourrissent vraiment de fruits et de légumes. Ils aiment beaucoup la papaye verte, voilà, moringa, laitue. Donc, on a aussi les compléments alimentaires qu'on doit leur donner. Donc, on parle plutôt de provende, hein, de provende de l'escargot.
Et donc, pour la provenance de l'escargot géant d'Afrique, il faut par exemple, on va dire 35 kilos de son de maïs. Pour la farine de soja, il faut 10 kilos, la brisure de blé 14 kilos, le tourteau d'amande du palmier à huile 6 kilos, la coquille d'huître pour le calcium, il faut 10 grammes. Il faut de la farine de poisson aussi pour la protéine 6 kilos et tourteau d'arachide 10 grammes. Bon, concernant l'eau, on dit que l'eau c'est très très important. Voilà, que c'est mieux de prendre l'eau de forage. Voilà, l'eau de forage est mieux que l'eau de robinet parce que l'eau de robinet est calcaire et c'est très dangereux pour l'escargot. Voilà, donc l'eau aussi est très importante pour l'éclosion des naissins, des escargots. Il faut un bon taux d'humidité et de chaleur dans l'escargotière. Il faut que ce soit au moins 25 degrés dans l'escargotière. Beaucoup d'ombrage. Voilà, et il faut faire comment on appelle, du brumage le soir, c'est-à-dire de l'arrosage le soir pour maintenir l'escargotière humide. Voilà, parce que l'escargot, c'est un animal qui est nocturne. Il se déplace pour manger la nuit. Et donc, aussi dans l'escargotière, il faut mettre des récipients d'eau parce que l'escargot boit de l'eau. Voilà. Il boit de l'eau et ils peuvent boire aussi l'eau aussi dans la terre humide. Voilà. Concernant les géniteurs, bon, pour le choix des géniteurs, vous nous avez dit qu'il était mieux de prendre des géniteurs d'élevage et non des géniteurs, et non des géniteurs de la brousse, parce que les géniteurs d'élevage ne connaissent pas les saisons et ils pondent de façon incessante tous les mois de l'année. Tandis que les escargots de brousse, eux, ils se mettent en hibernation en saison sèche et donc ils arrêtent de pondre. Voilà. Donc, on dit qu'un géniteur peut pondre 1 à 3 naissins par saison. Voilà. Donc, l'étape donc, de la reproduction des escargots, on parle de l'accouplement. Il y a l'accouplement des escargots. Donc, les escargots sont hermaphrodites, c'est-à-dire mâles et femelles. On a parlé aussi de la ponte, voilà, et qu'ils pondent dans des trous de sable là. Il ne faut pas creuser trop profond. Il faut que ce soit à peu près 3 à 5 cm de profondeur. On a l'incubation, on a l'éclosion. Voilà, il faut de la chaleur pour l'éclosion. Et l'éclosion se produit généralement 30 jours après la ponte. On a la gestion des naissins, voilà. Donc, ils restent sous la terre avant de sortir. Ils restent 7 jours, voilà, sous la terre avant de sortir. Donc, on a le boostage et il faut tenir compte aussi des prédateurs parce que l'escargot a beaucoup de prédateurs. Voilà, les rats, les fourmis, les mouches, les oiseaux, etc. Ensuite, il faut tenir compte aussi de l'hygiène de l'escargotière. L'escargotière doit toujours être tenue propre parce que l'escargot n'aime pas la saleté. Il faut donc enlever donc la nourriture, les fruits, tout ça là qu'on met dans les bassins, dans les caisses. Il faut le faire tous les jours, enlever. Vous avez dit, je crois, chaque 24 heures ou chaque 3 jours. Je ne me souviens plus. Voilà, en tout cas pour éviter l'apparition des fourmis. Voilà, donc il y a aussi la pathologie des escargots. Bon, vous nous avez aussi appris les soins appropriés à leur fournir. On parle aussi de biosécurité de la ferme. Voilà, c'est-à-dire, bon, au niveau de la biosécurité, certainement, ça doit être les plantes qu'il faut planter autour de l'escargotière, donc pour éviter peut-être l'entrée des rats ou des serpents, voilà. Et aussi, il faut prévoir donc si c'est en parc, prévoir des arbres fruitiers pour que les escargots puissent se nourrir. Voilà, donc aussi on a donc on a parlé des prédateurs. Voilà, au niveau des prédateurs, vous avez dit qu'il y avait les prédateurs terrestres, aériens et marins, donc qui sont vraiment nombreux. La liste elle est longue.
Il y a aussi les vols. Voilà, faut éviter, il faut la sécurité aussi contre les vols. Voilà, il faut sécuriser son escargotière parce que bon, les gens viennent pour voler aussi la production d'escargots. Bon, et enfin, pour résumer, enfin, au niveau de la transformation, c'est ce qui est vraiment rentable. On peut transformer la chair, la coquille aussi en poudre. C'est bon. Il y a des calciums aussi pour nourrir les escargots. Et puis, c'est bon aussi pour nourrir les poules, voilà, les animaux d'élevage. Il y a les viscères aussi, les viscères de l'escargot aussi. C'est bon aussi pour, je crois, l'élevage de porc. Voilà, ça peut être vendu. Et surtout la bave. La bave qui est vraiment très, très, très importante car elle est très chère. Elle est très chère à la vente. Voilà, donc voici à peu près mon résumé de ce que j'ai compris par rapport à l'élevage de l'escargot. Et vous avez dit aussi que c'était beaucoup plus rentable de faire le parc, si on a les moyens de faire le parc, que de faire comment on appelle ça, le bassin ou en caisse. Voilà, parce que le parc, c'est plus rentable et ça demande moins de travail. On peut laisser les escargots libres, ils se nourrissent d'eux-mêmes. Et voilà, donc c'est un peu le résumé de la formation que je retiens aujourd'hui. Je vous remercie, Monsieur Chobli.